Quand on a appris la vérité, ça a été encore pire que ce qu'on imaginait. Ce n'est pas moi, mais un collègue de travail de mon père. On étire un peu la définition de travail, mais je pense que ça compte. Bref, pendant la guerre du Vietnam, cet homme faisait partie d'une unité des forces spéciales qui était parachutée au Laos ou au Cambodge pour cartographier la piste Ho Chi Minh. Sur un groupe d'environ 20 hommes, seuls 3 ou 4 sont revenus vivants. À un moment, vers la fin de l'opération, il a été séparé du reste de son unité et essayait de trouver une rivière à suivre pour rejoindre un avant-poste américain. Il disait qu'une des règles qu'on leur répétait sans cesse était de garder leur fusil en main en permanence et de ne jamais le poser. Après plusieurs jours sans ravitaillement, en évitant le Vietcong, il entend le bruit de l'eau qui coulait, aussi silencieusement que possible, se dirige vers ce son. En traversant un petit bosquet, il tombe sur une rivière qu'il reconnaît immédiatement et, dans sa tête, c'est l'explosion de joie, « Dieu merci, j'ai réussi ». Dans sa précipitation pour boire et réhydrater son corps complètement déshydraté, il pose son fusil par terre. Il racontait qu'il buvait à grandes gorgées quand, soudain, il entend un bruit sec juste derrière lui, comme une branche qui craque. Il a immédiatement fermé les yeux, persuadé qu'une balle allait lui traverser le crâne. Après quelques secondes, comme il n'était toujours pas en train de quitter ce monde pour rencontrer son créateur, il a ouvert les yeux et s'est lentement retourné. À environ 1,50 m de lui, un moine bouddhiste se tenait debout, au milieu de la jungle. Le moine a levé un doigt sur ses lèvres pour lui demander le silence, puis lui a fait signe de le suivre. Il s'est avéré qu'un monastère se trouvait à proximité et que les moines étaient favorables aux Américains. Ils l'ont caché et nourri pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'ils parviennent à le ramener auprès des forces américaines. Plus incroyable encore, des années plus tard, il est tombé sur ce même moine, celui qui lui avait sauvé la vie, dans un temple bouddhiste isolé aux États-Unis. Ils sont restés amis jusqu'à ce que le moine meure d'un cancer. J'ai travaillé en isolement temporel, de nuit, dans des laboratoires biomédicaux universitaires. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, mais l'esprit joue des tours dans ce genre de conditions. Le pire, c'était quand je devais me rendre dans une autre pièce en traversant des couloirs complètement plongés dans le noir, en attendant que les détecteurs de mouvement me repèrent et allument les lumières. Il n'y avait rien que je puisse faire pour les allumer avant, aucun interrupteur manuel ou quoi que ce soit, pour économiser l'énergie et maintenir la stérilité. Quand les lumières s'allumaient, j'avais toujours peur de ne pas être seul. Passer brutalement de l'obscurité totale à une lumière très forte est vraiment désorientant. J'avais aussi l'habitude de travailler beaucoup trop longtemps, des journées de 20 heures, en commençant tôt le matin. Quand on est aussi fatigué et qu'on maintient un niveau de concentration aussi élevé, on commence littéralement à halluciner. C'était assez terrifiant, je voyais des silhouettes sombres glisser derrière moi dans les reflets des fenêtres. Quand on a pour seule compagnie que le bourdonnement d'un congélateur, on devient nerveux. On croit entendre des portes s'ouvrir et se fermer au loin dans le bâtiment, l'électricité cliquer et cogner, les systèmes de ventilation s'allumer et s'éteindre. Parfois, tous les bruits s'arrêtaient d'un coup, et j'en venais à souhaiter de toutes mes forces que la pompe du congélateur se remette en marche ou que quelque chose fasse du bruit. Le moment le plus effrayant que j'ai vécu, c'est en allant d'une pièce à une autre. Le voyant du verrou électronique d'une porte latérale est passé au vert et a fait un clic d'ouverture. Il n'y avait absolument personne. Je voyais la fenêtre, il faisait sombre, et personne n'avait ouvert la porte. Je suis resté là, le cœur dans la gorge, pendant un long moment. Puis le voyant est repassé au rouge. Que Dieu me vienne en aide, je n'ai pas ouvert cette porte, j'ai juste essayé de ne plus y penser. J'ai passé pas mal de temps dans des zones vraiment reculées, à la fois pour mon travail de pompier spécialisé dans les feux de forêt et aussi pendant mes loisirs. Quand on vit et travaille loin de tout, on s'attend presque à voir des choses étranges, mais honnêtement, je n'ai jamais été confronté à quoi que ce soit de franchement inexplicable. La chose la plus dérangeante que j'ai vue n'avait rien de surnaturel, et c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué. C'était près de l'une de nos zones de brûlage dirigé,
un endroit perdu au milieu de nulle part, loin des routes fréquentées, sans habitation à des kilomètres à la ronde. Pourtant, à intervalles réguliers, on voyait toujours le même pick-up apparaître. Il se garait parfois à distance, parfois roulait lentement le long des pistes comme s'il observait. Le conducteur était exactement le genre de type qui met mal à l'aise sans qu'on sache expliquer pourquoi. Regard fuyant, allure négligée, un sourire trop appuyé quand il nous saluait. Le détail le plus troublant, c'est qu'il n'était jamais seul. À chaque fois, il y avait une femme différente sur le siège passager, toujours beaucoup plus jeune que lui. Elle semblait tendue, parlait peu, et évitait presque systématiquement le regard. Au début, on s'est dit que c'était juste un gars du coin un peu louche, mais le fait qu'il revienne sans cesse, toujours avec une autre jeune femme, dans un endroit aussi isolé, a fini par nous alerter. On en a parlé entre collègues, puis on a décidé de signaler la situation aux forces de l'ordre locales. On n'avait aucune preuve concrète, juste un mauvais pressentiment, mais parfois ça suffit pour tirer la sonnette d'alarme. Je faisais une randonnée de 2 semaines sur l'Appalachian Trail au milieu des années 80. Un soir, je suis tombé sur une cabane isolée à la lisière de la forêt, on en voit de temps en temps là-bas. Elle était ouverte et assez rudimentaire à l'intérieur, juste quelques couchettes en bois et une sorte de table. En général, ce sont d'autres randonneurs qui y dorment, et souvent. Ils laissent des choses pour la personne suivante, de la nourriture, un livre, des couvertures, ce genre de trucs. Il y avait les affaires habituelles et, avant de me glisser dans mon sac de couchage, j'ai écrit un petit résumé de mon voyage, fait un dessin idiot et pris un selfie Polaroid que j'ai signé avant de les épingler au mur avec ceux laissés par les autres voyageurs. Je me suis installé dans mon sac de couchage et je suis resté allongé en essayant de m'endormir. Au bout d'un moment, mes yeux se sont habitués à la pénombre et j'ai remarqué une image au pied de mon lit. Elle faisait environ 30 cm sur 30 et montrait un vieil homme avec une expression vraiment étrange sur le visage. Il avait l'air terrifié ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai fini par m'endormir. J'ai cependant fait de très mauvais rêves à propos de cette image. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je restais tranquillement allongé là, rassemblant le courage de sortir de mon sac de couchage bien chaud, et je repensais à cette image étrange. Je me suis levé pour aller la regarder de plus près, mais ce n'était pas une image du tout. C'était une fenêtre. Et mon Polaroid avait disparu du mur. Quand j'étais à l'université, j'ai fait un stage au sein du service des forêts. La plupart du temps, mon travail consistait simplement à patrouiller sur les sentiers de randonnée, vérifier que tout allait bien, discuter avec les randonneurs et signaler d'éventuels problèmes. C'était calme, parfois même monotone, mais j'aimais cette sensation d'être seul au milieu de la nature. Un jour, alors que je marchais près de Grand Fateh Mountain, j'ai eu l'impression très nette d'entendre quelqu'un appeler à l'aide. Ce n'était pas un bruit vague ou le cri d'un animal, mais une voix humaine, claire, paniquée, qui semblait venir des bois. Mon premier réflexe a été de m'arrêter net, le cœur battant, et de tendre l'oreille pour être sûr de ce que j'avais entendu. Quand j'en ai parlé à mon superviseur un peu plus tard, il m'a surpris en me disant d'ignorer ce genre de choses. Il m'a expliqué, presque sur un ton détaché, qu'une personne avait disparu dans cette zone dans les années 60 et qu'on ne l'avait jamais retrouvée. Depuis, selon lui, beaucoup de gens disaient entendre cette voix de temps en temps. Des randonneurs, des agents, même des habitants du coin. Il a ajouté que fouiller à chaque fois ne menait à rien et pouvait même être dangereux. Plusieurs des pays dans lesquels j'ai travaillé étaient et pour certains sont encore le théâtre de guerres civiles, d'insurrections et de génocides qui ont duré des décennies et les ont ravagés sur les plans social, politique, économique et structurel. Étant donné que nous travaillions dans des zones sauvages très reculées pour protéger des espèces pour lesquelles les gens paient des millions comme les éléphants, les rhinocéros, etc., on pourrait penser que nos plus grandes craintes concernaient les unités de braconnage. Beaucoup de ces groupes sont liés à Al-Shabaab, la LRA, Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes du même genre. Si vous regardez le massacre du centre commercial Westgate au Kenya,
vous verrez ce que produit l'argent issu du braconnage de luxe. Cela dit, nous étions généralement bien équipés et entraînés pour faire face à peu près n'importe quelle situation, et nous avions déjà vécu de nombreuses confrontations, violentes ou non. Pourtant, dans de nombreuses régions ravagées par la guerre comme l'Angola ou le Mozambique, ce qui me rendait le plus nerveux, c'était la présence potentielle de mines terrestres non explosées, vestiges de guerre civile qui avaient parfois duré jusqu'à 30 ans. Ce qui me stressait particulièrement, c'est que nous travaillions dans des zones extrêmement isolées, là où des groupes comme le Halo Trust, spécialisés dans le déminage, n'intervenaient quasiment jamais, leur priorité allant aux zones plus peuplées. Dans certains cas, nous devions même engager des véhicules de type démineur pour rouler en tête d'une colonne sur des routes non cartographiées ou inconnues, afin d'éviter de faire sauter un camion rempli de gars. Ce qui me mettait le plus mal à l'aise avec les mines, c'est à quel point elles étaient impossibles à repérer. J'avais été entraîné à scruter mon environnement pour détecter les reflets d'équipements comme des lunettes de visée, des armes, des montres, c'est fou tout ce qui peut trahir une position à un œil averti, à repérer les pointes de cornes dans les hautes herbes parce qu'un buffle du Cap peut te tuer en un instant, à écouter les changements dans les sons de la nature car un silence soudain ou le cri d'alarme d'un animal peut indiquer la présence de prédateurs comme des humains ou des léopards. À reconnaître les odeurs qui donnent des indices comme la mort, un feu de camp, la cordite, etc. Et en général, tu pouvais repérer une vipère heurtante avant de marcher dessus. Les mines, en revanche, étaient souvent totalement invisibles, surtout après 5 à 30 ans enfouis dans le sol. Une fois, l'un de nos guides formateurs, un ancien Selous scout, en a trouvé une dans le bush et nous l'a montré. Tout ce qu'on voyait, c'était 2 petites tiges métalliques qui dépassaient à peine de la terre. Tu ne les voyais probablement jamais avant qu'il ne soit trop tard. Je travaillais depuis environ 1 an à ce moment-là, donc je n'étais plus un bleu, et nous étions en Angola pour collaborer avec une organisation sur des missions de cartographie, de recensement d'espèces et de lutte contre le braconnage. Nous marchions le long d'une route de terre défoncée, envahie de broussailles et de petits arbustes. Le village le plus proche se trouvait à environ 6 ou 7 kilomètres, et il y avait là-bas plusieurs amputés qui avaient perdu des membres en marchant sur des mines à un moment ou à un autre. Le pays est estimé contenir jusqu'à 20 millions de mines terrestres, même si personne ne le sait vraiment. Nous étions devenus imprudents et trop à l'aise, ce qui est effrayant tellement c'est facile à faire. J'étais le 3e dans la colonne, à environ 30 mètres de notre éclaireur en tête. Il avait une paire de jumelles et un télémètre et repérait les animaux pour un recensement que nous menions. Soudain, il a disparu dans un nuage de fumée et de poussière qui a jailli du sol et l'a englouti, accompagné d'un bruit métallique sec. L'explosion n'était pas extrêmement puissante, les mines terrestres sont souvent conçues pour mutiler, et de petits cailloux ont fouetté mon visage. Le nuage de poussière crayeuse a rapidement enveloppé toute la colonne et tout le monde s'est mis à tousser et à cracher. Notre unité armée s'est immédiatement mise à couvert et a sécurisé l'arrière de la zone, tandis qu'un autre gars et moi avons suivi les traces de l'éclaireur pour éviter de déclencher autre chose. Il gisait en tas, recroquevillé, entouré de terre noircie. J'ai attrapé son équipement de combat, cherché, Vietnam Web Gear, pour voir à quoi ça ressemble, et je l'ai tiré hors de l'épaisse poussière. L'odeur des explosifs me brûlait le nez. En le tirant, j'ai remarqué une traînée de sang venant de ses jambes, comme dans un film d'horreur où le monstre traîne sa victime en laissant une longue trace sanglante. Je me suis arrêté et je me suis placé devant lui. Sa jambe droite, sous le genou, avait disparu. Il ne restait qu'une masse pulvérisée d'os et de vêtements brûlés, avec du sang partout. J'ai immédiatement sorti 2 garrots de ma ceinture et les ai placés au-dessus de la blessure, en serrant le premier aussi fort que possible avant d'en ajouter un second. L'éclaireur, Sandil, a crié pour la première fois. C'était un gars dur, mais comme on dit, les garrots font souvent plus mal que la blessure elle-même. Sa jambe gauche était aussi très abîmée, mais nous avons stoppé le saignement avec des bandages compressifs et du bourrage de plaies. Nous l'avons enveloppé bien serré dans une couverture mylar pour prévenir le choc. Nous l'avons transporté sur une civière le long de la route et avons réussi à contacter une compagnie de secours par téléphone satellite. En moins d'1 heure, il était évacué. Il a ensuite été opéré à Johannesburg ou au Cap, je ne me souviens plus lequel, après un long vol et plusieurs passages à l'hôpital en chemin. Il a perdu sa jambe droite,
mais la gauche a récupéré, et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait comme guide dans une petite réserve privée au KwaZulu-Natal. Voilà pourquoi ma copine s'agace quand je ne parle pas pendant qu'on fait des randonnées, parce que je suis trop occupé à chercher des mines, des braconniers, des prédateurs et tout un tas d'autres trucs qui n'existent pas. Dites-moi si vous en voulez encore, franchement ça fait du bien d'en parler. Un de mes potes est parti à Singapour pour un entraînement militaire en jungle. Il m'a raconté cette histoire comme si elle s'était passée la veille, et honnêtement, rien que de l'écouter me donnait des frissons. En pleine nuit, on l'a réveillé pour prendre son tour de garde. Il était encore à moitié endormi, engourdi par la chaleur et l'humidité, quand il a baissé les yeux vers son sac de couchage. Posé tranquillement dessus, enroulée comme si elle avait toujours été là, se trouvait une scolopendre d'environ 30 cm. Une de celles qui sont connues pour être extrêmement venimeuses. Pas agressive en apparence, mais suffisamment proche pour que le moindre mouvement brusque puisse très mal tourner. Il m'a dit qu'il s'est figé instantanément. Il essayait de respirer lentement, de ne surtout pas paniquer, en se répétant qu'un geste maladroit pourrait être la dernière chose qu'il ferait. Il n'osait même pas cligner des yeux, de peur que ça suffise à provoquer l'animal. C'est là qu'un autre gars de son unité est intervenu. Un type réputé pour être d'un calme presque inhumain, le genre de personne à qui rien ne semble jamais faire peur. Sans dire un mot, il s'est approché, s'est penché, et a attrapé la scolopendre directement par la tête, entre deux doigts. Comme s'il ramassait un simple bout de ficelle. Puis il s'est retourné et a marché dehors, direction la forêt, laissant mon pote complètement sidéré derrière lui. Ce qui l'a le plus marqué, ce n'est même pas la scène en elle-même, mais le son. Pendant que le type s'éloignait avec la créature encore vivante, il a entendu un bruit étrange, un sifflement sourd et continu. Pas très fort, mais suffisamment distinct pour lui glacer le sang. Il m'a juré que ce n'était pas le vent ni un insecte ordinaire, mais bien quelque chose qui venait de la chose coincée entre les doigts du soldat. Après ça, impossible pour lui de se rendormir. Même une fois la garde terminée, il restait persuadé de sentir des mouvements autour de lui. Je travaillais avec des équipes de conservation de la faune et de lutte contre le braconnage à travers l'Afrique subsaharienne, en tant qu'écologue et ranger, donc j'ai énormément d'histoires. Mais ce qui m'a toujours le plus hanté, ce sont les léopards. Dans une réserve, il y avait un type du coin qui gérait sa propre petite entreprise de safari. Il se baladait avec son Land Cruiser des années 80, rempli de touristes, et il était connu pour enfreindre constamment les règles pas de conduite hors piste, ne pas s'approcher trop près des animaux, etc. C'est probablement pour ça que les gens réservaient toujours avec lui, parce qu'il voyait presque toujours plus de choses. Un jour, il a arrêté son 4x4 sur un pont en béton et en métal qui enjambait un ruisseau. Pendant la saison des pluies, ce ruisseau se transformait en torrent qui dévalait la vallée, mais là c'était la saison sèche et le lit était complètement craquelé et desséché. Il a laissé ses passagers descendre pour prendre des photos dans le lit du ruisseau, c'était un endroit assez spectaculaire. Il a dit qu'il allait pisser, puis il a marché jusqu'à l'autre côté du pont et a disparu sous l'endroit où le pont rejoignait le haut du talus, lequel descendait en pente douce sur une trentaine de pieds jusqu'au fond du ruisseau. La seconde d'après, les touristes qui prenaient des photos depuis le pont ont vu un énorme léopard bondir hors de dessous le pont, tenant le corps du guide par le cou. Dès qu'il est apparu, il a disparu à nouveau. Le corps n'a jamais été retrouvé. Tout ce qu'ils ont retrouvé, c'est un paquet de cigarettes et un briquet qu'il avait probablement laissé tomber pendant l'attaque. Son dernier écart aux règles lui a coûté la vie. Dans un autre endroit, une jeune touriste en vacances avec sa famille a dormi à l'air libre au deuxième étage du lodge qu'ils avaient loué, malgré les avertissements. Le matin, sa famille est sortie et a découvert le hamac déchiqueté, des morceaux de vêtements et du sang. Ils ont fini par retrouver ce qu'il restait d'elle, coincée dans un arbre non loin de là. J'ai beaucoup d'autres histoires complètement folles sur des braconniers, la magie mutie, des raids sur des fermes, des troubles civils, des attaques d'animaux, des personnes perdues ou disparues, etc. Si ça intéresse quelqu'un. Là je suis au travail, donc je ne peux pas trop en écrire pour l'instant, mais plus tard sans problème.
Je marchais avec mes cousins il y a environ 14 ans quand nous sommes tombés sur ce qui ressemblait à une vieille maison incendiée. Évidemment, comme nous étions des gamins à l'époque et totalement dépourvus de sens de l'autopréservation, nous avons décidé de l'explorer. À l'intérieur, il n'y avait surtout que des morceaux de bois carbonisé et des débris, mais l'un de mes cousins a ensuite trouvé une entrée de cave à l'extérieur. Nous avons arraché le vieux cadenas rouillé de la porte et regardé à l'intérieur. Il faisait très sombre là-dessous et nous n'avions pas vraiment de raison d'aller fouiller davantage, en plus on commençait à être mal à l'aise. On a donc balancé un peu de terre à l'intérieur et on est reparti. Quand nous étions à une quinzaine de mètres de la maison, un de mes cousins a dit qu'il avait entendu un bruit, alors on s'est arrêté. Et effectivement, il y avait un bruit, comme quelqu'un qui montait les escaliers pourris de la cave. On a jeté un coup d'œil à travers les arbres et on a vu une forme sombre, un peu floue, ramper hors de la cave que nous avions laissée ouverte. Ça ressemblait un peu à un vieux gros chien. Et puis ça s'est redressé. On s'est barré en courant comme des tarés. On est tous partis dans des directions différentes comme des idiots, chacun persuadé que cette chose sortie de la cave était en train de nous poursuivre. J'ai traversé des ronces en panique et je me suis lacéré les bras et les jambes, ce qui m'a valu des ennuis en rentrant à la maison. À part ça, on allait tous bien, mais pendant longtemps on a évité de s'aventurer aussi loin dans les bois après ça. La seule explication plausible que je trouve, c'est qu'un petit ours noir vivait peut-être dans la cave, avec une autre entrée dont on n'avait pas connaissance, et qu'on l'a réveillé en étant de petits cons. Mais voir quelque chose de sombre et poilu sortir de cette cave puis se dresser sur ses pattes, c'était comme être dans un film d'horreur. Je n'ai jamais voulu revoir cette vieille maison. Je suis pilote offshore. Un jour, je me suis retrouvé à marcher sur une plateforme abandonnée en pleine mer, simplement pour tuer le temps pendant que mes passagers vérifiaient la corne de brume et les feux de navigation. Ces endroits sont souvent déserts, rouillés, à moitié mangés par le sel, mais parfois on y trouve encore des trucs intéressants. Des outils oubliés, du vieux matériel électronique, des vestiges de vie humaine figés là depuis des années. Je traînais donc un peu au hasard quand je suis entré dans une pièce sombre, juste pour regarder. L'éclairage était quasi inexistant, l'air lourd, et tout grinçait légèrement avec le vent et la structure. C'est là que j'ai entendu un bruit venant d'une pièce au fond. Un son discret, mais suffisamment étrange pour me mettre mal à l'aise. Évidemment, au lieu de faire demi-tour comme une personne raisonnable, j'ai avancé. Lentement. En essayant de ne pas faire de bruit. Le genre de démarche tendue où tu te demandes déjà si tu ne vas pas tomber sur un truc franchement flippant. J'ai longé le mur, le cœur un peu plus rapide que nécessaire, puis j'ai passé la tête dans l'embrasure d'un ancien bureau plongé dans le noir. Et c'est là que je l'ai vu. Un des ouvriers de maintenance. Vivant. Bien réel. Pantalon baissé, accroupi, en train de faire ses besoins dans un seau. Nos regards se sont croisés. Juste une seconde. Une seconde de trop. Assez pour que chacun comprenne exactement ce que l'autre venait de surprendre. Je me suis retourné immédiatement, sans dire un mot. Je suis reparti comme si de rien n'était, avec cette sensation très particulière d'avoir franchi une limite invisible. On ne s'est jamais reparlé de ça. Ni ce jour-là, ni plus tard. Aucun commentaire, aucune blague, rien. Certaines choses sont justes, destinées à rester enfouies. Même sur une plateforme abandonnée, au milieu de l'océan. Je vivais dans des coins très reculés du Colorado pour étudier le tétras des armoises. J'étais vraiment au bout du monde, souvent complètement seul, sans aucun réseau téléphonique. Des journées entières à marcher dans des paysages immenses, à relever des données, à observer le terrain et, très concrètement, à chercher des traces d'oiseaux dans la poussière et les herbes sèches. C'était isolé, parfois dur, mais jusque-là j'adorais ça. Un jour, je me suis enfoncé particulièrement loin. J'étais concentré sur mes relevés, plot après plot, sans vraiment regarder l'heure. Quand j'ai enfin levé la tête, le soleil commençait déjà à descendre et la lumière changeait vite.
j'ai décidé de faire demi-tour pour rejoindre mon quad avant que la nuit ne tombe complètement. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. La clé n'était plus là. À la place, posée bien en évidence, il y avait une cartouche de fusil de gros calibre, une 30-06, simplement déposée comme un message. J'ai senti mon estomac se nouer instantanément. Ce n'était pas une erreur, ni un oubli. Quelqu'un était passé par là. J'ai réalisé à quel point la situation était mauvaise. J'étais à plusieurs heures de marche de ma cabane, la température chutait rapidement, et l'obscurité arrivait vite. Pas de moyen d'appeler à l'aide, pas de véhicule, et cette cartouche qui disait clairement que je n'étais pas seul. J'ai commencé à chercher autour, en essayant de rester calme, mais chaque bruit me faisait sursauter. Après environ une heure à fouiller les environs, j'ai fini par retrouver la clé coincée dans des buissons, comme si quelqu'un l'y avait volontairement jetée. Je n'ai pas cherché à comprendre davantage. J'ai démarré le quad aussi vite que possible et je suis parti. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le coup de feu. Très proche. Beaucoup trop proche pour être un simple bruit lointain dans la nature. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre et j'ai accéléré sans me retourner, convaincu que rester une seconde de plus aurait été une très mauvaise idée. Ce n'était pas lié à un travail, mais j'ai grandi au milieu de nulle part. Vraiment isolé. J'étais souvent seul à la maison, entouré de bois et de champs. Voir des animaux autour de chez moi faisait partie du quotidien, surtout des cerfs. Ils passaient régulièrement, sans que ça me fasse quoi que ce soit de particulier. Un jour, je regarde par la fenêtre et je vois 2 cerfs dehors. Rien d'anormal. J'en voyais tout le temps. Puis, sans raison apparente, 3 autres arrivent et s'arrêtent net. Les 5 se mettent à me fixer. Ce regard vide et immobile que les cerfs ont parfois, comme s'ils observaient sans vraiment comprendre. À ce stade, c'était un peu étrange, mais pas encore inquiétant. Ensuite, ils ont commencé à avancer. Lentement. Tous ensemble. Droit vers la fenêtre. Ils se sont arrêtés à moins d'1 mètre de la vitre. Là, j'ai commencé à vraiment flipper. Je suis resté planté là, incapable de bouger, à les regarder faire. Et soudain, l'un d'eux a sauté contre la fenêtre. Il a percuté la vitre de tout son poids, puis a reculé. Il a recommencé. Encore. Et encore. Puis il s'est enfui brusquement. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, un autre cerf a fait exactement la même chose. 3 fois de suite. Cette fois, la vitre a cédé. Le verre a éclaté et le cerf a pris la fuite. Les 2 cerfs qui étaient là au début sont alors partis aussi, calmement, comme si de rien n'était. Il n'en restait plus qu'un. On est resté là, face à face, à se fixer, pendant ce qui m'a semblé une éternité. En réalité, ça a duré environ 3 minutes. 3 minutes sans bouger, sans bruit. Puis il a sauté à son tour contre la fenêtre. Il a essayé de passer par le trou laissé par le second cerf. Il a brisé encore plus de verre, se taillant profondément. Du sang partout. Il a réussi à passer une bonne partie de son corps à l'intérieur avant de rester coincé. J'étais en panique totale. Je ne savais absolument pas quoi faire. Le cerf se débattait, se blessait encore plus, et moi j'étais là, paralysé. Finalement, j'ai attrapé un petit marteau et j'ai cassé davantage la fenêtre, pensant que c'était la seule façon de l'aider à se dégager. Une fois libéré, il est tombé en arrière. Il s'est relevé, ensanglanté, et il est resté là. À me regarder. Encore. Silencieux. Puis il est parti, lentement, en boitant. 1 heure ou 2 plus tard, j'ai essayé de suivre la trace de sang dans les bois. Elle allait assez loin, puis je l'ai perdue. Je n'ai jamais retrouvé le corps. Peut-être qu'il a survécu. Peut-être pas. Ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, je ne regarde plus jamais les cerfs de la même façon. Ce n'était pas un comportement normal. Pas pour un animal sauvage. Et encore aujourd'hui,
repenser à leurs regards alignés devant ma fenêtre me met profondément mal à l'aise. J'ai grandi à San José, en Californie. À l'époque, mes potes avaient des jeeps et on passait notre temps à traîner dans les collines autour de la ville. San José est entouré de contreforts, et honnêtement, on passait notre vie à entrer là où on n'était pas censé aller. Des chemins privés, des terrains oubliés, des zones où personne ne venait la nuit. On se sentait invincible, surtout quand il faisait sombre et que tout semblait nous appartenir. Une nuit en particulier me reste gravée dans la tête. Il devait être autour de 2 heures du matin. On était au milieu des collines de Santa Cruz, sur une partie assez plate d'un versant, arrêté juste pour faire une pause. Rien autour de nous à part des petits arbres, des buissons et le silence habituel de la nuit. On était en train de pisser, détendu, sans vraiment faire attention à quoi que ce soit. Puis on a entendu une femme chanter. Pas fort, mais assez clairement pour que ça nous fasse tous lever la tête. Ce n'était pas une chanson qu'on reconnaissait, ni même une langue que je pouvais identifier. Les mots sonnaient étrangement, presque anciens, et la mélodie n'avait rien de joyeux. Ça a continué pendant un moment, assez longtemps pour que l'ambiance change complètement. On ne rigolait plus. On écoutait, immobile, en essayant de comprendre d'où ça venait. Mon ami avait fini et s'était rapproché de la Jeep. C'est à ce moment-là que les petits arbres et les buissons juste à côté ont commencé à bouger. Pas comme avec le vent. De manière volontaire. Quelque chose passait à travers. Une jeune femme est sortie de la végétation. Elle marchait lentement, tenant un bébé contre elle. Elle frottait doucement la tête de l'enfant d'un geste répétitif, presque mécanique. À la lumière faible, je n'arrivais pas à dire si le bébé bougeait ou non. Son visage était trop calme, trop immobile. La femme continuait de chanter à voix basse, sans jamais regarder dans notre direction. Le pire, c'est qu'elle nous a simplement dépassés. Elle est passée juste à côté de nous, à quelques mètres à peine, comme si nous n'existions pas. Aucun regard, aucune réaction, rien. Comme si on était invisible. Puis elle a continué son chemin dans la nuit et a disparu dans les collines. C'était il y a environ 3 ans, pendant cette période complètement débile où tout le monde parlait des clowns tueurs. J'étais encore au lycée et je rentrais à pied avec un ami après un match de football du lycée. Rien de spécial jusque-là. On longeait l'arrière d'un centre commercial, un coin mal éclairé, presque entièrement plongé dans le noir, avec un petit bois juste à côté. On discutait justement de cette histoire de clown, en se moquant un peu du truc. On disait que c'était du bullshit, que les gens s'emballaient pour rien, que c'était sûrement des vidéos montées ou des mecs en manque d'attention. L'ambiance était détendue, on rigolait même. À un moment, un peu pour faire le malin, j'ai crié bien fort « Fuck les clowns ». Je n'avais même pas fini ma phrase qu'un son a retenti. À peine une demi-seconde après. Le bruit exact que font les clowns quand ils pressent cette espèce de balle en caoutchouc. Le couinement aigu, ridicule, mais instantanément reconnaissable. Le genre de son que tout le monde connaît, impossible à confondre avec autre chose. Sauf que là, dans le noir complet, ça n'avait rien de drôle. Le bruit venait clairement du bois à côté de nous. Et il était fort. Vraiment fort. Pas un petit couinement lointain. Un son net, proche, volontaire. On ne s'est même pas regardé. On a détalé comme des malades. Vraiment. On a couru sans se retourner, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline à fond, jusqu'à rentrer chacun chez soi. Pas de pause, pas de discussion, juste fuir. Ce n'était pas notre imagination. On l'a tous les deux entendu. C'était trop clair, trop puissant, trop précis. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, ce qui me fout le plus mal à l'aise, ce n'est pas tant l'idée d'un clown planqué dans les bois. C'est le timing. Comme si quelqu'un attendait juste qu'on en parle. Comme si quelque chose avait répondu. J'ai grandi dans le Michigan,
avant que ce ne soit à la mode d'enlever le gouverneur. Faire du backpacking dans la forêt d'État de Pigeon River arrivait plusieurs fois par an. Lors d'un voyage fatidique, nous avions installé le camp pour la nuit et nous profitions du feu de camp en écoutant les bruits nocturnes. Notre emplacement se trouvait sur un promontoire, à l'écart de la rivière. Je précise que l'expérience était agréablement amplifiée par la consommation de la salade du diable. Tout à coup, nous avons entendu quelque chose se déplacer sans effort dans l'eau. Nous nous sommes figés et avons échangé des regards, les yeux écarquillés, convaincus que notre heure était venue. Nous avons rapidement compris que ce qui avançait dans l'eau n'était pas une seule chose, mais plusieurs. Certains que nous allions servir de dîner à toute une famille de Sasquatch, nous avons rampé à la manière militaire jusqu'au bord du promontoire pour identifier notre futur bourreau. À la lumière de la lune, nous avons alors vu un troupeau d'élans passer tranquillement près du campement, se dirigeant vers l'endroit où ils allaient passer la nuit. Nous les avons observés en silence, admirant ces magnifiques animaux qui traversaient la rivière avec tant de grâce. Une fois qu'ils furent partis, nous sommes retournés au feu de camp et avons éclaté de rire de façon incontrôlable, essayant de nous accuser mutuellement d'avoir été le plus terrorisés ce soir-là. Je travaille pour le chemin de fer. Ce n'est pas forcément ce qu'on appelle un environnement isolé, mais il y a des moments où il n'y a que le conducteur et l'ingénieur, avançant à 10 km/h à peine sur des portions de voies très isolées, bordées de forêts épaisses. La nuit, ces endroits donnent l'impression d'être complètement coupés du monde. J'ai entendu plusieurs anciens parler d'une histoire qui revient souvent près de Witherley, en Pennsylvanie. Les détails varient selon qui raconte. Parfois c'est une famille entière, parfois juste un homme avec une valise. Ce qui ne change jamais, c'est la scène. Il marcherait tranquillement sur la voie, sans se presser, sans montrer la moindre inquiétude. Les trains klaxonnent sans arrêt, phares allumés, lumières clignotantes, tout ce qu'on est censé faire pour signaler notre présence. Et eux continueraient d'avancer, comme s'ils n'entendaient rien. Puis, sans explication, ils disparaîtraient. Pas en se jetant sur le côté. Juste, plus là. Je ne sais pas quoi penser de ces histoires. Dans ce milieu, les légendes circulent vite, surtout chez les gars qui ont passé leur vie sur les rails. Mais une nuit en particulier m'a fait revoir mon scepticisme. Je rentrais du New Jersey, tard, après un long service. C'était déjà une nuit chargée, parce que j'ai vu mon premier corps sans vie le long de la voie. Rien de spectaculaire, mais suffisamment proche pour que ça vous reste en tête. Même quand on sait que ça arrive, le voir pour de vrai, dans la lumière des phares, ça marque. On continue le travail, parce qu'on n'a pas le choix, mais l'image reste là, en arrière-plan. Plus tard durant le trajet, on est arrivé sur une autre portion où on devait rouler très lentement. Une zone calme, boisée, silencieuse à part le bruit du moteur et des roues sur les rails. Et c'est là que j'ai entendu ce cri. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça de toute ma vie. Un hurlement déchirant, brut, impossible à ignorer. Pas le cri d'un animal, pas quelque chose que je pouvais identifier. C'était long, chargé de douleur, et ça semblait venir de tout autour à la fois. Mon sang s'est littéralement glacé. J'ai regardé autour de moi, cherché une silhouette, un mouvement, n'importe quoi qui puisse expliquer ce son. Il n'y avait rien. Juste les arbres et la nuit. Le cri s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Le reste du trajet s'est fait dans un silence pesant. On n'a pas vraiment parlé. On n'en avait pas besoin. On savait tous les deux que quelque chose n'allait pas, même si on était incapable de dire quoi. C'est une de ces nuits qui reste gravée. Pas à cause d'un accident ou d'un incident officiel, mais à cause de cette sensation profonde de malaise. Une de celles dont je suis sûr que je me souviendrai encore le jour où je prendrai ma retraite. Je possédais autrefois une écurie de pension et d'entraînement de chevaux, sur environ 45 acres entourés de bois. J'y passais souvent la nuit, parce que je devais commencer les tâches très tôt le matin et que, si je restais trop tard, ça ne valait pas le coup de rentrer chez moi en voiture. Une nuit, vers minuit, mon chien a hérissé le poil et s'est mis à grogner contre la porte du bureau dans lequel je dormais.
Puis mon iPod, que je gardais branché sur une enceinte au milieu de la grange, s'est mis à diffuser Ring of Fire de Johnny Cash à plein volume, alors que je ne l'avais absolument pas laissé allumer. Je peux vous dire que cette chanson est terrifiante en pleine nuit. Genre vraiment terrifiante, au point d'en avoir la trouille au ventre. Mon chien grognait et aboyait à fond contre la porte, alors je l'ai entrouverte et je l'ai laissé sortir en courant, en me disant que si quelqu'un se trouvait dans ou autour de la grange, il s'en chargerait. À cette heure-là, toute personne présente aurait été en train de pénétrer sur la propriété. Après quelques minutes, je suis sorti du bureau dans l'allée de la grange, une batte à la main, pour éteindre cette musique flippante. La lumière que je laissais habituellement allumée pour y voir était éteinte, donc la grange était plongée dans le noir presque complet. Mon chien fixait simplement la grande porte de la grange, que je laissais ouverte l'été pour garder les chevaux au frais. Son poil était hérissé, mais il ne sortait pas de la grange, alors qu'il en avait le droit. J'ai mis ça sur le compte d'un truc vraiment glauque mais sans explication immédiate, le genre de choses bizarres dont on se dit qu'il doit bien y avoir une raison, même si on ne la connaît pas. Mais la partie vraiment effrayante, c'est que ma propriété partageait un accès privé à l'arrière avec le terrain voisin, qui avait lui aussi un portail à l'arrière. La majeure partie de mon terrain était clôturée à cause des chevaux, et la propriété voisine faisait des dizaines d'acres entourés d'un grillage métallique. Si vous connaissez un peu les clôtures en zone rurale, vous savez que ce n'est absolument pas courant. Quoi qu'il en soit, on a appris plus tard que le propriétaire du terrain voisin était Todd Kohlhepp, le tueur en série de Caroline du Sud. Il détenait une femme enchaînée comme un chien sur sa propriété, et lui et ses amis la violaient et la promenaient sur le terrain en laisse. Il avait aussi enterré sur sa propriété les corps de certaines personnes qu'il avait assassinées. Il faisait tout ça pendant que je vivais à côté de chez lui. En fait, il m'arrivait même de monter à cheval sur son terrain, mais je faisais toujours demi-tour si j'entendais des machines, avec le recul probablement en train d'enterrer des corps, ou si j'avais un mauvais pressentiment, comme si quelque chose me disait de rentrer chez moi. J'étais probablement l'une des rares personnes, voire la seule, en dehors de ses amis qui violaient cette femme, à mettre les pieds sur sa propriété pendant que tout cela se déroulait. Je livrais autrefois du fret urgent à travers les grandes plaines et la région du Minnesota. Une nuit, vers 2 heures du matin, je traversais le Dakota du Nord en essayant d'atteindre le Montana avant le lever du jour. Je transportais une pièce de tracteur particulièrement précieuse dont une ferme avait désespérément besoin pour le lendemain. J'ai commencé à sentir l'hypnose de la route s'installer, mais ça ne m'inquiétait pas vraiment, j'avais déjà vécu ça des centaines de fois. Quiconque a déjà conduit à travers le Dakota du Nord sait à quel point c'est incroyablement plat. Genre vraiment plat. Et les routes sont souvent très longues et très droites. Il est donc assez facile de voir des choses très loin devant soi, même de nuit. J'ai remarqué quelque chose de long sur la route, qui traversait entièrement ma voie, à environ un demi-mile devant moi. J'ai légèrement ralenti et je me suis préparé à me déporter sur la voie opposée, pensant que c'était un morceau de bande de roulement arraché à un pneu éclaté. En m'approchant, j'ai réalisé que c'étaient 2 personnes, allongées tête bêche en travers de toute la voie. J'ai donné un coup de volant pour passer sur l'autre voie, je les ai évitées de justesse et j'ai presque complètement arrêté le camion. Mais elles n'ont pas bougé. Pas d'un centimètre. J'étais sur le point de faire marche arrière pour aller voir ce qui se passait quand je me suis souvenu d'une histoire qu'un vieux routier m'avait racontée. Il disait que dans certaines zones reculées, des gens s'allongent volontairement au milieu de la route et attendent qu'une voiture ou un camion s'arrête pour vérifier. À ce moment-là, ceux qui sont au sol, avec d'autres complices cachés dans les buissons, tabassent le conducteur et lui volent son véhicule, le laissant au milieu de nulle part. J'ai décidé de ne pas reculer. Quand les 2 personnes sur la route m'ont vu remettre le camion en marche et repartir, elles se sont toutes les 2 relevées et ont marché vers le bas-côté. J'ai appelé la police et expliqué ce qui s'était passé, mais nous étions tellement loin de toute civilisation que je doute que quoi que ce soit en soit ressorti. Grâce à ce vieux routier, j'ai gardé mon camion, mon boulot et toutes mes dents. Je travaille dans l'exploration minérale en Alaska. À cause de la nature du terrain, je suis très souvent transporté en hélicoptère vers des régions extrêmement isolées,
au cœur d'un État qu'il est déjà plus que la plupart des autres. Une fois sur place, il n'y a rien. Pas de route, pas de village, parfois même aucun signe évident de présence humaine depuis des décennies. Il y a quelques années, mon partenaire de terrain et moi sommes tombés sur ce qui ressemblait, de loin, à une carcasse de caribou tué par un ours. C'est assez courant là-bas, donc au début on n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Mais en nous approchant, quelque chose n'allait pas. L'arrangement n'avait rien de naturel. Il ne restait presque rien de l'animal. Pas de chair, pas de membres éparpillés, pas de traces de lutte visible autour. Juste 2 colonnes vertébrales distinctes et une tête. La tête avait été placée d'une façon très précise, la bouche grande ouverte, orientée vers le ciel, comme si l'animal hurlait vers le haut. Les orbites étaient vides. Les yeux avaient été retirés proprement. Ce n'était pas l'œuvre d'un charognard ordinaire, ni même d'un grand prédateur affamé. On est resté là un moment, sans trop parler, à essayer de rationaliser ce qu'on voyait. Plus on observait, moins ça collait avec ce qu'on connaissait du comportement animal. Il n'y avait rien d'aléatoire. Tout semblait intentionnel, presque cérémoniel. On a fini par repartir, mais l'image est restée avec moi bien après avoir quitté le site. Ce genre de choses n'est pas un cas isolé. En Alaska, surtout dans les zones d'anciennes exploitations minières, on tombe parfois sur des bâtiments abandonnés depuis très longtemps. Des cabanes qui tiennent encore debout par miracle. Et à l'intérieur, on trouve parfois des choses profondément dérangeantes. Des squelettes de chiens éparpillés sur le sol, comme s'ils avaient été laissés là sans aucune explication. Ou, à l'inverse, des vêtements d'enfants étrangement récents, propres, dispersés dans la poussière et les débris, sans aucune trace d'enfants ou de famille dans les environs. Ce n'est pas mon histoire à moi, mais celle de mon père. À l'époque, il entraînait beaucoup de chiens pour la chasse aux ratons laveurs. C'était une passion autant qu'un travail, et il passait énormément de nuits dans les bois, souvent seul, à faire travailler ses chiens sur différents terrains. Une nuit, il était sorti sans personne avec lui pour entraîner 2 chiens sur une propriété où il venait tout juste d'obtenir l'autorisation de chasser. C'était un coin qu'il ne connaissait pas encore très bien. Il a lâché les chiens et, peu de temps après, il les a entendus aboyer près d'un arbre, ce cri particulier qui indique qu'ils ont quelque chose de coincé en hauteur. Pour lui, rien d'inhabituel jusque-là. Il a marché environ 1 mile à travers les bois, guidé par le bruit des chiens, jusqu'à arriver devant un grand chêne. Les chiens étaient agités, tournant autour du tronc, fixant un point précis. En s'approchant, il a remarqué que l'arbre avait un creux assez large, un trou naturel dans le tronc. Et c'est là qu'il a vu ce qui les excitait tant. Suspendue dans le creux de l'arbre, il y avait une tête de chèvre tranchée. Elle était accrochée là, clairement placée volontairement. Autour du pied de l'arbre, il a aussi remarqué plusieurs bougies posées au sol, certaines renversées, d'autres à moitié consumées. Il n'y avait aucun doute possible. Ce n'était pas un animal mort par hasard, ni l'œuvre de prédateurs. Quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un était venu là pour une raison précise. Mon père n'a pas cherché à comprendre davantage. Il a immédiatement attrapé les chiens, les a attachés et a fait demi-tour sans perdre une seconde. Il est retourné à son camion aussi vite qu'il le pouvait et a quitté les lieux. Cette nuit-là, il n'a même pas pris le temps de ranger quoi que ce soit correctement. Il voulait juste partir. J'étais trop jeune pour l'accompagner aussi tard, mais je me souviens très bien de son retour à la maison. Il était livide, visiblement encore sous le choc, et sa voix tremblait quand il a raconté ce qu'il avait vu à ma mère et à moi. Ce n'était pas le genre d'homme à se faire peur facilement, encore moins dans les bois. Il n'est jamais retourné sur cette propriété. Jamais. Et à partir de ce moment-là, on a évité tout le secteur. Même des années plus tard, quand il parlait de cette nuit, il y avait toujours cette même tension dans son regard. Comme s'il savait qu'il avait surpris quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Je travaille dans le nord de la Colombie-Britannique dans le broyage forestier.
Mon frère et moi passons après les compagnies de coupe pour broyer tous les tas de bois restants et les charger dans des camions, direction les usines qui fabriquent des granules de bois. C'est un boulot bruyant, sale, et surtout extrêmement isolé. Des heures de forêt à perte de vue, des routes de coupe qui ne mènent nulle part et très peu de raisons pour qu'un être humain se trouve là. En février dernier, on bossait de nuit, à environ 3 heures de route de la ville la plus proche. Les quelques locaux qui vivaient encore dans le secteur nous avaient mis en garde avant même qu'on commence. Ils parlaient d'une meute de loups des bois, une bonne vingtaine, peut-être 25 individus, et surtout pas farouches du tout. Pas le genre à détaler au premier bruit de moteur. Il devait être autour de 3 heures du matin quand ça s'est passé. On avait avancé d'environ un demi-mille le long d'une route de coupe, et il fallait rapprocher le pick-up pour faire le plein des machines. Quelqu'un devait retourner le chercher à pied. Évidemment, c'est moi qui ai hérité de la corvée. Je n'étais même pas à mi-chemin que j'ai senti ce truc impossible à ignorer. Les poils sur ma nuque se sont dressés d'un coup. Cette sensation très primitive d'être observé. Je me suis arrêté une seconde, puis j'ai balayé la lisière des arbres avec ma lampe torche. Et là, tout s'est allumé. Des yeux. Partout. Alignés entre les troncs, à différentes hauteurs, immobiles mais bien là. Des dizaines de reflets qui me fixaient. À ce moment précis, j'ai réalisé que mon fusil était resté dans le pick-up. J'ai aussi compris que courir serait probablement la pire décision possible. Alors j'ai continué d'avancer, plus vite, mais sans paniquer en apparence, en gardant la lampe braquée vers la forêt. Les yeux m'ont suivi tout le long du chemin. Ils ne se rapprochaient pas. Ils ne s'éloignaient pas non plus. Ils étaient juste là, à m'accompagner silencieusement. Aucun bruit, aucun grognement, rien. Juste cette présence écrasante qui faisait battre mon cœur beaucoup trop fort. J'ai atteint le pick-up sans incident et je peux te garantir qu'après ça, je ne l'ai plus jamais laissé aussi loin. On a continué le travail, mais l'ambiance avait changé. La forêt n'était plus juste un décor sombre. Elle était peuplée. J'ai vécu pas mal de trucs étranges et franchement flippants dans le bush, mais celui-là fait clairement partie des moments où tu te dis très sérieusement que ça pourrait mal finir. Je travaille dans la dépollution environnementale, ce qui m'amène à visiter énormément de bâtiments abandonnés et de sites isolés. J'ai vu des endroits franchement glauques, mais l'un des plus dérangeants reste une ancienne usine de pièces électriques en Pennsylvanie. Ce n'était même pas vraiment perdu au milieu de nulle part. Juste laissé à l'abandon. Le bâtiment n'avait pas été entretenu depuis plus de 25 ans. L'intérieur était complètement éventré. La majeure partie du toit avait disparu, laissant entrer la pluie et la neige pendant des décennies. Le rez-de-chaussée s'était effondré par endroits, ouvrant des trous béants vers le sous-sol, à presque 10 mètres plus bas. Et surtout, l'obscurité. Une noirceur totale dans la majorité du bâtiment, épaisse, écrasante. On devait absolument faire des prélèvements à l'intérieur. Pas le choix. Je me suis donc retrouvé assis là-dedans, seul, équipé uniquement d'une lampe frontale et d'une petite lanterne. Le genre de lumière qui éclaire juste assez pour voir ce que tu fais, tout en rendant les ténèbres autour encore plus oppressantes. Plus tu vois clair devant toi, plus tu sens ce que tu ne vois pas derrière. À un moment, j'ai entendu des bruits de frottement à l'autre bout du bâtiment. Un déplacement rapide, irrégulier. Autant dire que j'ai failli me chier dessus. Je me suis retourné d'un coup, le cœur prêt à exploser, mais je n'ai rien vu. Absolument rien. J'ai fixé le noir pendant de longues secondes, en silence total, à attendre que quelque chose bouge ou que mon cerveau se calme. Finalement, je me suis levé pour aller voir d'où ça venait. Le bruit provenait d'une pièce à l'autre bout du bâtiment. Une pièce plongée dans une obscurité parfaite, sans la moindre lumière qui s'infiltrait. Avancer vers ça, c'était comme rejouer à Slenderman, mais en version bien réelle. Le plafond faisait au moins 6 mètres de haut, et la pièce était remplie du sol au plafond de matelas. Des matelas vieux, détrempés, moisis, empilés sans aucun ordre. Un cauchemar visuel. Et là, sortant de cette masse immonde, j'ai vu le mouvement.
Une escouade de ratons laveurs. Ils étaient en train de bouffer je ne sais quoi, en fouillant dans les matelas, indifférents à ma présence. Le bruit venait d'eux depuis le début. J'ai senti le soulagement me frapper presque aussi fort que la peur quelques secondes plus tôt. Je n'ai pas cherché à m'approcher davantage. Je suis retourné m'asseoir à ma place, j'ai terminé mes prélèvements aussi vite que possible, juste pour pouvoir me barrer de cet endroit. Le meilleur dans tout ça ? Je dois y retourner la semaine prochaine pour refaire des échantillons. Sérieusement. Souhaitez-moi bonne chance. J'avais environ 14 ans quand mon père est parti en déplacement professionnel pour quelques semaines, me laissant m'occuper seul de la ferme. Principalement nourrir les chevaux et les poules, rien de bien compliqué. La ferme était complètement à l'écart de la ville, au bout d'un chemin de terre, et les voisins les plus proches étaient à 2 pâturages de distance. Mon père insistait aussi pour ne jamais verrouiller les portes. Après les premières nuits, j'ai commencé à entendre des tapotements aux fenêtres tard le soir, alors évidemment j'ai enfreint les règles de mon père et j'ai commencé à verrouiller la porte d'entrée et la porte arrière. Ensuite, les tapotements aux fenêtres ont évolué en poignées de porte qu'on secouait. Puis j'ai commencé à trouver des choses étranges sur la ferme pendant que je faisais les corvées. Un matin, j'ai trouvé les chevaux en train de se goinfrer dans l'abri de stockage du foin. Le loquet de cette porte était très dur et assez compliqué, donc il avait clairement été ouvert par une personne et non par les chevaux. Le pire matin, je suis sorti sur le porche arrière et j'ai trouvé toutes les poules alignées le long du côté d'un abri, espacées de manière régulière, le cou brisé. Une ou deux bougeaient encore un peu. On aurait dit qu'elles avaient été disposées volontairement, comme exposées. Le loquet du poulailler avait clairement été ouvert par une personne et laissé ouvert. Le pire dans tout ça, c'est que quand mon père est enfin rentré, il m'a reproché chaque chose étrange et chaque catastrophe, et a agi comme si j'étais stupide d'avoir eu peur. Il insistait sur le fait que les chevaux avaient ouvert le loquet du foin, et que les chiens étaient responsables de l'ouverture du poulailler et de la rangée de poules au cou brisé. Je pense qu'il est important de préciser que notre voisin le plus proche était bien connu pour être complètement cinglé. Parmi les faits avérés que mon père connaissait très bien, il y avait le fait qu'il avait mis des pièges à ours dans son tas de foin pour attraper les enfants qui jouaient dedans, et qu'il avait bloqué l'allée d'un voisin avec un tas de terre par vengeance parce qu'on ne le laissait pas faire monter ses chevaux sur leur terrain. Donc mon hypothèse est que ce voisin complètement taré a vu que le véhicule de mon père était absent, a pu entendre ma musique jouer au loin à travers les pâturages, et a décidé que terroriser une collégienne serait un passe-temps amusant pendant... J'ai grandi dans une ferme à l'ouest du Texas, alors dire que j'y ai vécu et travaillé serait sans doute plus juste. Avec toute cette terre plate et dégagée à perte de vue, lever les yeux vers le ciel faisait partie du quotidien. On voyait des choses là-haut tout le temps. Le plus souvent, c'étaient des météores ou des satellites en orbite, traçant lentement leur chemin dans l'obscurité. De temps en temps, on avait droit à un satellite dont l'orbite se dégradait et qui retombait sur Terre. Ceux-là étaient les plus beaux. Leur masse les faisait briller plus longtemps avant de disparaître, et les métaux qu'ils contenaient donnaient des couleurs incroyables en brûlant, des traînées aux teintes presque irréelles. J'en ai vu beaucoup au fil des années, mais mon père, lui, semblait attirer l'étrange comme un aimant. Depuis toujours, il avait des histoires que personne d'autre n'avait. Quand il était enfant, il a vu un bombardier stratégique de la guerre froide se faire frapper par la foudre en plein vol. L'avion est tombé du ciel dans une boule de feu, s'écrasant au sol sous ses yeux. Il en parlait rarement, mais quand il le faisait, son regard changeait. Juste avant ma naissance, il était parti chasser seul et, vers 3 heures du matin, il a vu le ciel à l'est devenir rouge sang. Pas une lueur diffuse, pas un reflet de ville lointaine. Un rouge profond, uniforme, qui n'avait rien de naturel. Il est rentré au lever du jour sans trop en dire, visiblement encore secoué par ce qu'il avait vu. Et puis il y a eu cet autre épisode, quand j'étais adolescent. Nous chassions ensemble et avions installé un campement pour la nuit. Alors que j'étais déjà bien emmitouflé dans mon sac de couchage, il est revenu vers moi, visiblement nerveux. Il m'a dit qu'il avait vu, à l'extérieur du camp, une ligne de lumière bleue,
parfaitement silencieuse, immobile dans l'obscurité. D'après lui, ça l'avait mis tellement mal à l'aise qu'il avait sérieusement envisagé de plier bagages et de rentrer chez nous sur le champ. Je ne suis jamais sorti de mon sac pour vérifier. Mon père est aussi connu pour être un sacré farceur, et sur le moment, j'étais persuadé que c'était encore une de ses blagues. Je me suis rendormi sans y penser davantage. Quand j'avais environ 15 ans, je suis allé pêcher avec un voisin. Nous devions marcher pendant 1 heure, puis encore randonner environ 1 heure à travers la forêt. Il y avait un lac inquiétant, dont la surface était entièrement couverte de lentilles d'eau. Bref, le lac était plutôt lugubre, et les anciens du coin nous racontaient des histoires à son sujet, comme quoi il n'aurait pas de fond, etc. Nous y sommes allés plusieurs fois, il ne s'est jamais rien passé de grave, alors nous avons continué à y aller, car c'était un coin de pêche assez populaire pour certains habitants. Ce jour-là, nous sommes restés un peu trop longtemps. Même si c'était l'été et qu'il y avait encore pas mal de lumière, nous devions quand même retraverser la forêt dense pour rentrer. Nous marchions d'un bon pas pour atteindre la route du village avant la nuit, car il nous restait encore quelques kilomètres après la forêt. Au milieu de notre trajet à travers les bois, nous marchions sur une crête, avec de chaque côté des pentes assez raides couvertes de buissons et d'arbres, et une épaisse couche de feuilles mortes au sol. À cause de la végétation dense, on ne pouvait pas voir à plus de quelques mètres en contrebas. Pendant que nous marchions et discutions, nous avons tous les deux entendu un bruit sur la droite, comme si quelqu'un marchait en même temps que nous dans les feuilles, en bas de la pente. Cela a duré 1 ou 2 minutes. Si nous nous arrêtions, quoi que ce soit faisait encore 2 ou 3 pas, puis s'arrêtait aussi. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayé. Il nous restait encore environ 2 kilomètres avant d'atteindre la route, et il faisait presque nuit. Mon ami était plus âgé que moi et habitué à la forêt, car il avait travaillé comme garde forestier auparavant, donc je comptais beaucoup sur son expérience. Nous avons continué à descendre sur le sentier, et cette chose a accéléré le rythme, fouillant les feuilles sèches et les buissons. À ce stade, il faisait presque complètement sombre dans la forêt. Je regarde mon ami, il me regarde, visiblement effrayé, et il me dit simplement « cours ». Inutile de dire que nous sommes partis à toute vitesse sur le sentier. Le bruit nous a suivis encore quelques secondes, puis nous ne l'avons plus entendu. Je travaillais dans une entreprise de lutte antiparasitaire et je faisais principalement des traitements préventifs contre les termites. Cela impliquait souvent de travailler très tard dans la nuit afin de finir avant que les équipes de béton ne commencent le matin. J'étais sur un chantier pour une grande maison sur mesure, complètement isolée au milieu du désert. Tout le site était entouré d'une haute clôture en fil barbelé avec un portail pour les véhicules. J'étais dans une zone creusée pour le sous-sol, à côté de mon camion, en train de travailler, quand j'ai entendu la clôture vibrer. Je portais une lampe frontale fixée à ma casquette, alors j'ai levé la tête et balayé la clôture en pensant qu'un coyote longeait le grillage. À la place, j'ai vu une femme qui essayait de grimper la clôture sans parvenir à passer la partie embarbelée. J'avais déjà entendu l'expression « regard de folie », mais je ne l'avais jamais vraiment comprise avant ce moment précis. Dès que la lumière de ma lampe l'a atteinte, elle est retombée au sol et est restée là à me fixer. Une grande partie de cette nuit est étrangement floue dans ma mémoire, soit parce que ça remonte à plus de 10 ans, soit parce que la peur m'a embrouillé l'esprit, mais il y a quelques détails dont je me souviens avec une netteté effrayante. Ses yeux étaient ouverts au maximum, comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Elle murmurait sans arrêt pour elle-même, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, et quand elle ne parlait pas, elle souriait bizarrement, comme si les muscles de son visage tiraient sa bouche vers l'arrière. Elle ne portait qu'une longue chemise ou une robe très sale et déchirée, et elle était pieds nus. Elle faisait les 100 pas le long de la clôture, et j'étais presque certain qu'elle cherchait un moyen d'entrer. Je verrouillais toujours les chantiers quand je travaillais, et heureusement je l'avais fait cette nuit-là aussi. J'ai eu l'impression qu'il m'a fallu une éternité pour ranger mon matériel et sortir le pistolet de la cabine de mon camion, tout en essayant de garder un œil sur la femme. Elle continuait simplement à me fixer, à murmurer et à longer la clôture. J'ai réussi à joindre la police,
mais il a fallu presque 40 minutes pour qu'un shérif arrive jusqu'à moi. Dès que sa voiture a commencé à faire du bruit sur la route en terre menant au chantier, la femme a pris la fuite dans le désert. Je suis sûr qu'elle était complètement défoncée ou quelque chose comme ça, mais je ne sais toujours pas comment elle avait pu aller aussi loin hors de la ville, dans le noir, sans chaussures. J'étais à plus de 30 minutes de route de la ville, alors à pied. Il m'arrive encore de faire des cauchemars à ce sujet, et ils se terminent toujours de la même façon, par moi réalisant que j'ai oublié de fermer le portail et paniquant en courant vers le camion. Je travaillais autrefois pour une entreprise spécialisée dans les matières dangereuses, la restauration et les interventions en espaces confinés. Nous voyagions à travers le pays selon les contrats que nous obtenions, et nous avons été confrontés à des choses parfois très intéressantes, parfois franchement inquiétantes. Un cas en particulier me revient à l'esprit. Il s'agissait d'une ancienne école, indienne, prétendument hantée. D'après l'histoire, elle était dirigée par des chrétiens et ils avaient tendance à perdre des enfants amérindiens. Mon patron m'a appelé, ainsi que quelques autres responsables, afin que nous puissions constituer nos équipes et passer en revue le plan. La plupart d'entre nous avions déjà des personnes que nous aimions intégrer à nos équipes, soit pour leurs compétences spécifiques, soit pour leur tempérament. Cette fois-ci, on nous a demandé de choisir des gars capables de rester calmes en toutes circonstances, car ce chantier ne nécessitait rien de particulièrement technique. Le bâtiment devait de toute façon être démoli par une autre équipe après notre intervention. On nous a prévenus à propos du bâtiment. Le patron nous a expliqué que des gens y entraient souvent par effraction pour pratiquer des rituels de sorcellerie, et qu'il fallait faire attention à toute personne pouvant s'y cacher, comme des sans-abri, des membres de sectes, et aussi des fantômes, parce que l'endroit était soi-disant hanté à mort. Sur le site, nos radios s'allumaient parfois toutes seules et on entendait quelqu'un parler. On pensait que c'était des interférences. Nos harnais se faisaient tirer sans que personne ne soit là, et à plusieurs reprises j'ai entendu des voix ou des gens qui m'appelaient par mon prénom. Je crois sincèrement que cet endroit était hanté, et la plupart des gars le pensaient aussi. Plusieurs faisaient des cercles de prière avant d'entrer, et certains refusaient catégoriquement d'y aller, demandant à être affectés à un autre chantier, ce que nous acceptions de faire pour leur sécurité et la nôtre. Il s'est passé pas mal de choses là-bas, mais rien que je pourrais qualifier de vraiment malveillant. Juste extrêmement flippant. Je pilote des hélicoptères au-dessus des lignes électriques dans des régions très reculées du pays. C'est un travail qui vous habitue à voir des choses étranges depuis les airs, mais la plupart du temps, rien de vraiment marquant. Cette fois-là a été différente. Lors d'un vol, j'ai aperçu quelque chose qui m'a immédiatement noué l'estomac. Dans une petite clairière à peine visible entre les arbres, il y avait ce qui ressemblait clairement à une jambe humaine qui sortait de la lisière du bois. L'angle, la couleur, la forme. Tout criait corps. J'ai eu cette montée d'adrénaline instantanée, ce réflexe brutal où le cerveau passe directement en mode alerte. Ça m'a suffisamment secoué pour que je fasse demi-tour et retourne à la zone d'atterrissage. J'ai embarqué un gars de l'équipe au sol et je suis reparti vers l'endroit, en maintenant l'hélico aussi bas que possible sans risquer de heurter les arbres avec les pales. Le bruit était assourdissant, la concentration maximale, mais mon regard était fixé sur ce point précis dans la clairière. Une fois sur place, le gars descend et s'approche pendant que je reste en stationnaire. Au bout de quelques instants, il me dit qu'il voit quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à identifier exactement de quoi il s'agit. De là où il est, ça reste flou. On décide donc de revenir chercher une paire de jumelles pour qu'il puisse examiner ça de plus près. Quand il revient et qu'il regarde à nouveau, le verdict tombe. Ce n'était pas un corps humain. C'était une vache. Mais pas n'importe comment. Elle n'avait absolument plus de peau. Pas arrachée par endroits, pas déchiquetée. Aucune. Une vache entière, parfaitement intacte, mais totalement dépourvue de peau. Les muscles, la forme, tout était là. Aucun animal ne l'avait encore touché. Pas de morsure, pas de traces de charognard. Elle reposait là comme si quelqu'un l'avait déposée. Le détail le plus dérangeant,
c'est qu'il n'y avait aucune ferme dans un rayon d'environ 80 km. Aucun troupeau, aucune clôture, rien qui puisse expliquer sa présence à cet endroit précis. Encore moins son état. Rien ne collait. Mon père m'a raconté une histoire de marin datant de l'époque où il travaillait sur des barges de haute mer. Il disait qu'une nuit, alors qu'ils étaient en route par Fort Houle, ils avaient dû ajuster l'amarrage entre le remorqueur et la barge. Pardon pour le blasphème nautique, je massacre sûrement les termes, c'était lui qui avait l'expérience du large. Il expliquait que faire quoi que ce soit sur le pont, de nuit, en pleine tempête, faisait partie des choses les plus dangereuses possibles. En plus des conditions météo et du risque de passer par-dessus bord, il y avait une tension énorme sur les câbles, et si l'un d'eux venait à rompre, il pouvait balayer le pont et littéralement couper quelqu'un en deux. Il disait aussi que ce remorqueur en particulier avait un certain passé. Un ancien membre d'équipage avait disparu avant que mon père n'y travaille, et vu la manière dont le sujet n'était jamais abordé ouvertement mais parfois évoqué à demi-mot, il se pourrait qu'il y ait eu un acte criminel. Donc, au milieu de la tempête, avec la tension et le danger à leur comble, une dispute a éclaté. Deux membres de l'équipage se sont mis à se hurler dessus, et au moment où tout le monde pensait que ça allait dégénérer en violence, une hache d'incendie a traversé le pont et est venue se planter entre leurs pieds. Personne ne se trouvait près du mur où elle était fixée. Une hache d'incendie a son propre support soudé au mur, avec des sangles pour la maintenir en place tant qu'on n'en a pas besoin. Elle ne se détache pas toute seule, et les chances qu'elle atterrisse exactement à leurs pieds étaient impossibles, sauf que les deux hommes qui se disputaient étaient aussi ceux qui s'étaient battus avec le marin disparu. Ils ne se sont pas battus. Ils ont remis la hache dans son support. Tout le monde a terminé son travail en silence, et l'incident n'a plus jamais été mentionné jusqu'à leur retour à terre. Je travaillais récemment pour une organisation de chasse dans des régions très isolées du territoire du Yukon, au Canada. Nous étions 3 au total, loin de tout, plusieurs heures de marche du camp le plus proche, entourés uniquement de montagnes, de forêts et de silence. À cet endroit, on s'habitue vite à dépendre de son matériel électronique. GPS, téléphone, télémètre. Ce sont des outils essentiels, pas des gadgets. Un jour, en traversant une petite vallée encaissée, quelque chose d'étrange s'est produit. Le chasseur avec nous utilisait son télémètre quand l'appareil s'est brusquement éteint. Pas de message d'erreur, pas de clignotement. Juste mort. Il a essayé de le rallumer plusieurs fois, sans succès. Sur le moment, on n'a pas paniqué. Ça arrive, même si c'était bizarre, surtout qu'il venait d'y mettre des piles au lithium neuves la veille. On a continué notre chemin et, en sortant de cette zone précise, le télémètre s'est rallumé comme si de rien n'était. Fonctionnement normal, batterie intacte. On a échangé quelques regards, un peu perplexes, mais sans plus. Le Yukon est rude avec l'équipement, on se dit toujours qu'il y a une explication logique. Le lendemain, on est repassé exactement par le même endroit. Cette fois, ça a été différent. Dès qu'on est rentré dans cette petite vallée, tous nos téléphones se sont éteints presque simultanément. Le mien, ceux des 2 autres gars. Puis mon GPS InReach a suivi. Aucun avertissement, aucune baisse progressive de batterie. Tout s'est coupé net. Pourtant, on avait tous vérifié nos niveaux de charge en quittant le camp et ils étaient largement suffisants. Ce qui rendait la chose vraiment inquiétante, c'était le caractère précis du phénomène. Dès que nous faisions quelques pas hors de cette zone, les appareils se rallumaient. Tous. Instantanément. Comme si rien ne s'était passé. Aucun réglage perdu, aucune donnée effacée. Simplement arrêté, puis remis en marche. On a refait le test, volontairement. Entrer dans la vallée, tout s'éteint. En sortir, tout fonctionne. Personne ne parlait beaucoup à ce moment-là. On se contentait de constater, sans vraiment savoir quoi dire. Il n'y avait aucun orage, aucun équipement industriel, aucune raison évidente pour expliquer ce qui se passait. On n'est pas resté longtemps après ça. Ce n'était pas une peur panique, mais un profond malaise.
Cette impression désagréable que quelque chose, dans cet endroit précis, n'aimait pas être observé ou mesuré. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication rationnelle à ce qui s'est produit dans cette vallée. Et honnêtement, je ne suis pas pressé d'y retourner pour en trouver une. J'ai travaillé quelque temps dans une raffinerie de pétrole, et tout le monde racontait des histoires à propos d'un type qui mangeait des chips en faisant caca. Je suis plutôt sceptique de nature, et vu le niveau général de conneries entre collègues, je pensais que c'était juste une légende. Eh bien, une nuit, je faisais ma 10e garde de nuit de 12 heures d'affilée. Autant dire que j'avais bu plus que quelques cafés, et vers 3 heures du matin, j'avais un besoin urgent d'aller aux toilettes. Je me dirige donc vers la bonne vieille remorque de toilette mobile, tu vois le genre, une grande remorque d'une dizaine de mètres remplie d'urinoirs et de cabines. Me voilà installé, pantalon, combinaison et 2 pulls aux chevilles, téléphone à la main, tranquille. Quand soudain j'entends la porte grincer, des pas traînants, le froissement d'une combinaison, et quelqu'un entre dans la cabine juste à côté de la mienne. À ce moment-là je me dis déjà que le mec est bizarre, il y a 30 cabines et il choisit celle juste à côté de celle qui est occupée. Mais le niveau de bizarrerie passe à 11 quand j'entends le bruit caractéristique d'un sachet de chips. Mon cerveau fait immédiatement le lien avec les histoires du « mangeur de chips aux toilettes ». J'écoute, incrédule, ce dégénéré ouvrir son paquet de grignotines et attaquer dedans. Les bruits de ce monstre en train de croquer des chips tout en déversant ce qui ne peut être décrit que comme un crime contre l'humanité dans la cuvette me hanteront jusqu'à la fin de mes jours. Je travaille comme garde forestier aux États-Unis. J'ai vu pas mal de choses étranges au fil des années, des situations malaisantes, des comportements bizarres de la part des gens comme des animaux. Mais rien n'arrive à la cheville de cette histoire-là. Dans une zone en particulier, il y avait un ours dont tout le monde parlait. Moi y compris. Il ne se comportait pas comme les autres. Il ne chargeait pas, ne grognait pas, ne cherchait pas de nourriture. Il suivait simplement les gens. Des randonneurs, parfois des collègues, parfois moi. Toujours à distance, toujours silencieux. Quand on se retournait, il disparaissait derrière un buisson ou un arbre, comme s'il savait exactement quand se cacher. Ce qui m'était vraiment mal à l'aise, c'était son attitude. Aucun comportement animal classique. Pas de curiosité évidente, pas d'agressivité. Juste cette impression d'être observé. Marcher sur un sentier en sachant qu'il y avait quelque chose derrière vous, sans jamais pouvoir le voir clairement, ça vous retourne l'estomac. Plusieurs randonneurs ont fait des signalements similaires. Tous parlaient d'un ours étrange, trop intelligent, trop discret. Puis un jour, tout s'est effondré d'un coup. Ce n'était pas un ours. C'était un homme. Un type qui se baladait dans un costume d'ours incroyablement réaliste. Il suivait les gens juste pour le plaisir, sans jamais les attaquer. Apparemment, il aimait la peur, le malaise, cette sensation de contrôle. Il a réussi à faire ça pendant un bon moment sans se faire attraper, simplement parce que personne n'imaginait une seconde que ce soit autre chose qu'un animal. Il a fini par faire une énorme erreur. Il a suivi le mauvais randonneur. Un gars du coin, armé, pas du genre à paniquer ni à courir. Quand le faux ours s'est approché un peu trop près, le type n'a pas hésité. L'attaque a été violente, rapide, et ça s'est très mal terminé pour le gars dans le costume. C'est comme ça que toute l'histoire a éclaté. Quand on a appris la vérité, ça a été encore pire que ce qu'on imaginait. Un animal sauvage, on peut comprendre. Un humain qui choisit de faire ça, de traquer des inconnus dans les bois pour son propre amusement, c'est autre chose. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.